بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager ou là je vais présenter un cours intitulé chapitre numéro 1, la transmission numérique en bande de base. Transmission numérique en bande de base. On va commencer par les éléments d'une chaîne de transmission numérique. Donc, éléments d'une chaîne de transmission numérique. On va commencer par des généralités. Nous avons que le rôle de la télécommunication est de transmettre des informations entre différents utilisateurs et le permettre de dialoguer. Ces informations peuvent provenir des ressources ou des capteurs de nature physique variable sous forme analogique ou bien numérique et être transmis par des supports de transmission divers. Donc, le rôle de la télécommunication est de transmettre des informations entre différents utilisateurs et de permettre de dialoguer. Ces informations peuvent provenir des sources ou des capteurs de nature physique variable sous forme analogique ou bien numérique et être transmis par des supports de transmission divers. Nous avons qu'une chaîne de transmission peut être constituée par 3 entités. Premièrement, nous avons les communicants, c'est-à-dire l'émetteur et récepteur. Deuxièmement, les supports de transmission. Troisièmement, le type de l'information. Deuxièmement, on va voir la nature de transmission. La transmission des informations sur un support peut être analogique ou bien numérique, selon que le signal transporté varie en 2 manières continues ou bien discrètes dans le temps. On va commencer par la transmission analogique. C'est la représentation naturelle d'une grandeur physique qui peut être image, parole, température. Donc, c'est un signal analogique, c'est un signal variant, continuant dans le temps. Voici un exemple d'un signal sinusoïdal. C'est un signal analogique. Deuxième type de transmission, c'est bien la transmission numérique. Donc, nous avons qu'une suite de données permet de construire un signal qui prend par exemple 2 valeurs, 0 et 1, et qui va varier avec le temps, avec des intervalles réguliers, K grand T, bien sûr, K est positif. Un exemple d'un signal plus V qui va prendre la valeur 1, 0, 3 fois 1, 0 et 1. Le temps, bien sûr, en secondes. Et les numériser une grandeur analogique consiste à transformer la suite continue des valeurs en une suite discrète finie. Donc, on parle d'un convertisseur analogique numérique. Quel est son principe? Donc, nous avons à l'entrée de convertisseur analogique numérique. On applique une tension électrique, c'est une grandeur analogique représentative des phénomènes physiques étudiés à l'aide d'un capteur approprié. À sa sortie, on va générer un nombre binaire codé sur un certain nombre de bits. Donc, vous avez l'entrée à un monde analogique sans pression, température, etc. On obtient des grandeurs analogiques. À travers un capteur, on obtient des grandeurs analogiques électriques et à travers un convertisseur analogique numérique, on obtient des grandeurs numériques. Donc, on travaille avec le monde numérique. Quelles sont les étapes de la numérisation? Nous avons que toute numérisation comprend 3 étapes. Premièrement, l'échantillonnage. Deuxièmement, la quantification. Troisièmement, le codage. Normalement, هذا الشيء كما شفتوه في الموديل traitement de signal. On va commencer par l'échantillonnage. Donc, échantillonner un signal revient à prélever à des intervalles de temps réguliers. Grand T, indice E, c'est la période d'échantillonnage. Les valeurs grand S, NTE du signal, sachant que N, c'est un entier. Donc, vous avez ici un signal échantillonné. Une remarque, que la fréquence d'échantillonnage FE, c'est l'inverse de la période d'échantillonnage, doit être suffisamment grande pour pouvoir reconstituer convenablement les variations d'un signal analogique d'origine. Nous avons
on doit respecter le théorème de Shannon. Donc, la fréquence d'échantillonnage doit vérifier qu'elle doit être supérieure à 2 fois la fréquence maximale, sachant que Fmax, c'est la fréquence maximale de notre signal. Donc, le signal compris entre max, Fmax et Fmin. Deuxième, reconstitué, c'est entre la fréquence d'échantillonnage plus la fréquence maximale et la fréquence d'échantillonnage moins la fréquence d'échantillonnage. Fe, c'est la fréquence d'échantillonnage qui correspond ainsi au nombre des points retenus par seconde. Donc, c'est le nombre d'échantillons par seconde. Pour la quantification et le codage, nous avons à chaque instant d'échantillonnage, notre convertisseur analogique opère et quantifie et produit un nombre binaire, n bit, qui représente la valeur du signal analogique SNTE. Dans une gamme comprise entre S-min et S-max, le convertisseur analogique numérique va utiliser 2 niveaux de quantification, sachant que grand N, c'est le nombre de bits. Ici, par exemple, entre S-max et S-min, on trouve la tension échantillonnée et on obtient le code suivant. Donc, sur grand N égale à 3 bits, on aura 2 à la puissance grand N. C'est 2 à la puissance 3 est égal à 8 niveaux de quantification. Les valeurs des tensions sont bloquées pendant la durée de l'échantillonnage. Chaque valeur échantillonnée va prendre une valeur binaire dans les niveaux le plus proche possible de niveau de quantification. Nous avons aussi que la quantification, la numérisation permet d'obtenir une suite de nombres binaires qui correspond au plus près de l'évolution du signal analogique. Donc, on obtient un signal numérique à valeur discrète. Quelles sont les caractéristiques d'un convertisseur analogique numérique? Nous avons un convertisseur analogique numérique est caractérisé par son pas de quantification. C'est la plus petite variation du signal que le convertisseur analogique numérique peut la détecter. Nous avons Q égale à S max moins S min divisé par 2 à la puissance grand N, sachant que S max moins S min, c'est la dynamique du signal et grand N, c'est le nombre de bits par échantillon. Nous avons une remarque, la numérisation est meilleure pour une période d'échantillonné TE et un pas Q qui est très faible. Quels sont les avantages et les inconvénients de notre convertisseur? Donc, pour les analogiques, c'est bien simplifié. Ils vont simplifier la compréhension, la sensibilité aux distorsions de bruit. Ils consomment beaucoup d'énergie. Le coût de stockage et la prise d'équipement sont très élevés. Donc, les deux premières sont avantages, deux dernières sont des inconvénients. Pour numérique, ils sont faciles. La facilité de la reconstitution du signal original, détection et correction des erreurs possibles, mais ils sont moins sensibles au bruit et ils ont la possibilité de mixer plusieurs types de données, exemple images, voix, etc. Et les débits plus élevés peuvent être obtenus avec des infrastructures existantes. Nous avons une remarque que le choix des convertisseurs analogiques numériques sont maintenant préférés. Troisièmement, on va voir une chaîne de transmission numérique. Donc, nous avons DE, c'est un signal d'entrée qui passe à travers un émetteur. On aura E de T qui passe à travers un canal de transmission. R de T à travers un récepteur. À la fin, on aura D de N. L'émetteur, le rôle de l'émetteur, c'est bien transformer le signal numérique DN en signal physique E de T, qui peut être soit une onde magnétique ou bien électrique, qui peut être puis être transmis sur le canal de transmission pour transmettre le maximum de données avec une fiabilité maximale. Et aussi, nous avons l'adaptation au canal de transmission, la bande passante et le type de modulation. On va définir maintenant le canal de transmission. Donc, l'objectif d'un canal de transmission, c'est acheminer d'une façon correcte les informations entre l'émetteur et le récepteur. Cette transmission se fait selon 3 objectifs fondamentaux. Premièrement, assurer un débit maximal acceptable. Deuxièmement, assurer une fiabilité suffisante des informations transmises, c'est-à-dire un taux d'erreur acceptable. Et assurer le maximum de communication en même temps, c'est un accès multiple. Pour définition de canal de transmission, on trouve les câbles coaxieux, la paire torsadée, l'infrarouge, fibre optique, fuseau hertzien, etc.
Troisièmement, on va voir le récepteur. Donc, le rôle de récepteur, c'est transformer le signal physique R2T pour retrouver le signal numérique envoyé DN. Quatrièmement, la transmission des données numériques. Nous avons que les deux figures suivantes représentent une transmission pour deux situations différentes. Un émetteur, ligne de transmission, un récepteur. Donc, voici notre signal avec une bande passante de la ligne. Donc, la bande passante du signal est comprise entre la bande passante de la ligne. Donc, voici le signal, la bande passante de la ligne, etc. La bande passante du signal est hors la bande passante de la ligne. Donc, on aura une transmission sur canal, c'est le cas numéro 1. Un signal porteuse, transposition de fréquence ou bien modulation, c'est le cas numéro 2. Maintenant, on va voir une petite définition. Nous avons que la transmission est dite en bande de base, elle ne subit à aucune transposition de fréquence par modulation. Donc, ce type de transmission ne peut pas être utilisé sur un support de type métallique. Cette transmission est rencontrée sur des réseaux locaux. Elle permet d'obtenir des transmissions à grand débit, mais à faible portée. Elle utilise les supports de type métallique, exemple la paire torsadée ou bien les câbles coaxiaux. Exemple, transmission sur câble coaxial dans un réseau local, la transmission entre deux équipements informatiques éloignés dans une même entreprise. Quatrièmement, pour le codage du signal en bande de base, on va commencer par la transmission en bande de base ou bien une transmission brute. Donc, soit un signal suivant à transmettre, d'amplitude 10 volts, qui peut être codé par 1, des 0, 1, des 0 et des 1, 0, 1. Le problème, c'est bien une composante continue de 5 volts est présentée dans le signal, donc la moitié de l'énergie transmise est inutile. Deuxièmement, la présence d'un nombre important des zéros successifs ou bien de 1 dans le signal peut nuire la synchronisation entre émetteur et récepteur. Troisièmement, la présence possible à la fois des séquences 1, 0, 1, 0, 1, 0, l'alternance et des séquences de type 1, 3, 0, 1, continues ou constantes. Donc, le fait que le spectre du signal, donc la bande passante du signal, exige au canal qu'il soit très large. En résoudre de ces différents problèmes, pour la résolution de ces différents problèmes, on va procéder à un codage du signal, dit aussi le code en line. Pour le codeur de bande de base, le codeur de bande de base a essentiellement pour objet de transformer le signal numérique en un autre afin que le spectre du niveau soit mieux adapté aux caractéristiques du canal, donc la transmission, des supports de bande passante en particulier, et de maintenir la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur. On va commencer par une petite définition. Donc, on désigne par transmission codage ou codage en line l'opération qui consiste à représenter les suites binaires par un signal électrique mieux adapté à la transmission. Cette transformation est réalisée par un codeur bande de base. Quatrièmement, on va voir le transcodage, conversion bit-symbole. Quel est le principe? C'est remplacer les bits ou groupements de bits par des symboles, c'est-à-dire passer de deux valeurs possibles qui sont 0 et 1 à plusieurs valeurs possibles. On introduit des symboles AK qui peuvent prendre deux valeurs, soit grand A 0 ou bien grand A 1. Quelle est la règle de codage? Nous avons AK égale à A0, c'est DK égale à 0. AK égale à A1, c'est DK égale à 1. Exemple, nous avons un paquet binaire. 0, donc le symbole c'est A0 égale à moins 1. Un paquet binaire égale à 1, donc le symbole c'est A1 qui est égal à plus 1. La construction d'un signal de l'information numérique est mise en forme. Supposons qu'on a une information AK, on aura A0 égale à plus 1, on définit une fonction de mise en forme FK, A1 égale à moins 1, A2 égale à moins 1. Donc, DK sur le signal binaire, phi 0 de t, phi 1 de t moins grand t, phi 2 t moins grand t, jusqu'à, par combinaison, on obtient A0, phi 0 de t, A1, phi 1, t moins grand t, A2 de phi de t moins 2t,
jusqu'à l'arrivée de S de t. Donc, on obtient que S de t, c'est A0 phi de t, plus A1 fait 1 de t moins grand t, A2 phi de t moins grand de t, ça sera la somme des AK par phi de t moins k grand t, sachant que k varie de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, à partir des éléments binaires AK que l'on souhaite transmettre, on a construit un signal continu au de t. Grand T, c'est la durée de bits et obtenu aussi T indice B, K, c'est le nombre de bits d'un message numérique. Donc, le codage ou bien ligne permet d'associer à chaque élément AK un signal continu de durée TB et le symbole AK nécessite que pendant la durée T indice B. On va voir maintenant les principaux codages en bande de base. On va commencer par le codage NRS bipolaire. Il s'agit d'une technique de codage comportant 3 niveaux de tension, à savoir C-V plus V 0. Si le bit est dk égale à 0, donc la valeur codée est AK égale à 0. Si le bit est dk égale à 1, donc la valeur codée, elle est AK égale à plus V, ou bien AK égale à moins 1 vote en alternance. Donc, nous avons le clock, le dk, le plus V, le moins V. Quelle est l'utilisation? Ils sont utilisés pour les systèmes de téléphonie numérique et le PCH, modulation d'amplitude codée. Deuxièmement, on va voir le code NRS simple. 1, 0 retourne 0. Le principe de ce code, c'est que dk égale à 0, donc on obtient AK égale à moins V. dk égale à 1, donc les AK égale à plus V. Quelles sont les applications? C'est bien les ordinateurs et périphériques. Troisièmement, nous avons le code NRS unipolaire. Le principe, c'est dk égale à 0, donc AK égale à 0. dk égale à 1, donc les AK égale à plus V. Ils sont peu utilisés à cause de la perte de synchronisation lorsque la chaîne des zéros, longue chaîne de 0 et de 1. Quatrièmement, nous avons les codes RZ, retourne 0, bipolaire simple, donc on aura dk égale à 0, les AK entre moins V et 0, le retourne à 0 au milieu de l'intervalle significatif grand T, donc dk égale à 1 et AK égale plus V et 0. Donc, c'est une synchronisation facile. Cinquièmement, le code RZ unipolaire. Le dk égale à 1, donc le AK entre plus V et 0 retourne à 0 au milieu de période grand T. Les dk égale à 0, donc les AK sont 0. Donc, on aura ici une perte de synchronisation. On va s'arrêter ici. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va les différents types de codes. On va voir le code biphasé ou bien le code Manchester. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.